Salut tout le monde, c'est Jinji. On se retrouve dans ce mois The Elder Scrolls avec le dernier volet en date de The Elder Scrolls. Donc The Elder Scrolls Online qui est sorti le 4 avril 2014 sur PC et sur console le 9 juin 2015. Alors c'est un jeu qui est fait par ZeniMax Online, hein, donc on est toujours dans l'atmosphère autour de Bethesda, tout ça. Et là, c'est une expérience online, c'est un MMORPG. Un MMORPG assez singulier et qui a aussi fait couler beaucoup d'encre à son époque. Ses débuts n'étaient pas si intéressants que ça, mais on s'en fout de ses débuts. C'est l'état dans lequel il est actuellement qui va être intéressant. Donc on va parler un petit peu de comment ça se passe, qu'est-ce qui a été bien amené, tout ça. Euh, donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, The Elder Scrolls Online, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que est-ce que mélanger la franchise Elder Scrolls avec un MMORPG, est-ce que le concept était une bonne idée? Personne n'était parti pour dire oui, en vérité. Faut le dire. C'est, c'est un jeu qu'on voit toujours comme une expérience online. Bien sûr, il y a toujours eu cette espèce de fantasme hein, depuis Oblivion ou Skyrim, où on se disait, ça aurait été bien que par exemple ces deux jeux-là aient une option multi, mais que c'est un multi qui se passe à maximum 3-4 joueurs. Voilà. Et du coup, on nous propose ça tout d'un coup. C'était déjà en préparation depuis un moment, et on nous propose justement de jouer, mais dans une ère qui est pas très représentée dans les livres des jeux. Alors je rappelle quand même dans les livres dans Skyrim, sont quand même des livres qui ont été repris dans Oblivion, et Oblivion aussi reprend certains livres qui sont dans Morrowind, et Morrowind a une énorme quantité de livres. Donc c'est un univers qui est assez fourni, The Elder Scrolls, et justement, une des ères les plus sombres, et aussi avec moins d'informations là-dessus, ça serait l'ère seconde. Et c'est justement dans cette époque qu'on va jouer. Donc, en gros, c'est un MMO qui est un préquel. Alors, je suis normalement opposé au concept de préquel, surtout quand on joue au jeu actuel et surtout quand la plupart des jeux qui ont été faits avant ont amené un certain succès, il ne faut pas se rater sur le début. Euh, donc après tout ça, il suffisait juste de se demander comment ça allait être amené. Et je peux le dire sans l'ombre de doute, ça, même si les débuts étaient un peu bof pour un MMORPG, il a réussi à s'imposer comme déjà un bon MMO, même si certains ne seraient pas prêts à s'engager à dire ça, mais aussi un Elder Scrolls qui est légitime d'exister, parce que la question de la légitimité d'existence de ce Elder Scrolls-là, était-il bon? Ben, justement, ça relevait souvent, les arguments relevaient soit de l'élément du lore, soit tout simplement jouer un préquel, est-ce que c'est si intéressant que ça? Alors, on va rajouter ça dans les points forts de Elder Scrolls Online. À aucun moment, les quêtes ne contredisent les jeux précédents. Elles racontent exactement tout ce qui s'est passé et on leur dit, cette limite-là, elle n'est pas à franchir. Vous ne pouvez pas raconter telle ou telle chose. Ce qui fait que les quêtes sont assez bien amenées. Mais c'est en même temps, comment dire ça, c'est en même temps, on va dire, contrasté par le fait qu'il y a certaines quêtes il n'y a pas spécialement un ordre, mais que vous rencontrez des personnages que vous êtes censé connaître dans une quête qui est antérieure, où vous êtes supposé faire sa connaissance, et les personnages ne font pas le lien. Donc des fois, il y a ce genre d'aberration, mais finalement, c'est pas trop grave. Voilà. Si dans votre tête, vous vous dites, bon, ben, à ce moment-là, ben, il faut juste supposer que on a fait telle ou telle aventure, c'est un petit peu, j'aime prendre cette comparaison-là, c'est un peu comme la série Hercule des années 90, où vous allez jusqu'à vous dire, oui, en fait, on est en train de raconter que ça s'est passé à tel ou tel moment, mais qu'il y a certaines failles dans le scénario. Donc, finalement, niveau quête à présenter et niveau pertinence de l'univers, ils ont essayé d'être scrupuleux, mais ce que j'adore avec cet univers, c'est le côté où j'ai l'impression qu'ils ont dit aux gens qui ont fait les quêtes, vous aimez Elder Scrolls? Racontez-moi une aventure.
on vous impose telle ou telle limite, mais à part ça, faites ce que vous voulez. Évidemment, il y a des limitations techniques, il y a des choses, il y a des scénarios qui sont énormément scriptés, même si il y a des quêtes qui finalement, à terme, euh, vous mènent à, comment dire ça, vous mènent justement à un choix que vous allez prendre. Euh, et j'aurais un petit peu voulu aussi que les quêtes, elles ont une grosse incidence. Qu'on vous dit oui, vous avez laissé mourir telle ou telle personne. Il faut surtout mieux pas que cette personne-là, ben, vous finissiez par la recroiser et autres. Donc, je dirais qu'il y a des incohérences de scénario, mais l'expérience du scénario au moment où vous le jouez, elle est intéressante. Mais on va sortir du côté scénario et on va parler de gameplay. Alors, je ne suis pas fan des jeux à barre de compétences limitées. C'est-à-dire que vous avez plus ou moins des compétences réparties euh, et plus un multi. En gros, vous avez un pour la touche C, B, X, Y, L, LB, RB et la touche pour faire l'ulti, donc LB plus RB. Euh, donc, vous avez vu, il y a 6 compétences et bien sûr, vous avez la capacité de changer de cette arme. Même en faisant cela, je trouve que c'était malvenu pour un jeu The Elder Scrolls. Ça n'aurait pas dû être comme ça aurait dû être à l'ancienne avec plusieurs barres. Pourquoi je dis ça? Alors déjà, on va parler d'un truc, c'est que ils ont corrigé le défaut que j'avais annoncé dans Skyrim. C'est-à-dire qu'au début, on se disait qu'est-ce qui différencie finalement l'elfe des bois à Archorissant et l'argonnier à Archorissant. Ils ont réussi à régler le problème en mettant un système de passif ratio et pas juste de pouvoir, hein, parce que finalement les pouvoirs, voilà, je veux dire, les tools étaient plus importants que les pouvoirs, donc les gens, s'il y avait dans Skyrim, il y avait une touche pouvoir et une touche tout le monde, ça aurait réglé le problème. Ils ont mis les deux. Résultat, ben, vous pouvez passer plus son temps à utiliser les tools qu'à utiliser les pouvoirs des races. Là, ils n'ont pas fait ça, ils ont fait des passifs et les races ont vraiment des avantages euh, qui finalement aident beaucoup le gameplay. Donc, si vous voulez faire des personnages synergisés, c'est intéressant. Mais si vous allez prendre un personnage qui ne va pas dans le sens de un ou deux passifs de votre race, ben, finalement, vous pouvez très bien vous en sortir aussi. Donc on va dire que ça, c'est quand même un très bon point et ça compense le fait des caractéristiques principaux. Quand vous montez de niveau, vous devez choisir des points à répartir entre la vie, la vigueur et la magie. Et la vigueur et la magie servent justement pour les techniques, donc les compétences physiques, à pouvoir justement, c'est la vigueur qui augmente les dégâts de ça, alors que la magie, justement, bah, c'est les sorts basés sur la magie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a certaines classes qui ont chaque compétence a deux variantes différentes à la fin quand vous l'augmentez. Et en fait, il y a des capacités que vous pouvez faire passer sur la vigueur, des capacités qui sont en vigueur qu'on fait passer sur la magie. C'est pas le cas pour tous, mais ça fonctionne. Là où ça pêche, c'est que finalement, vous avez admettons, les compétences de classe, de race plutôt, sont des passifs. Ensuite, vous avez quoi? Des compétences liées aux armes, des compétences liées à la classe, parce qu'il y a un système de classe. Vous avez le Templier, je ne sais pas s'il s'appelle vraiment le Templier ou le Croisier, appelez ça comme vous voulez, la Lame Noire, le Sorcier, le Gardien et le Chevalier Dragon, pour l'instant. Et justement, chacun a des points forts, tout ça. Euh, je pense que je vais un petit peu parler de tout ça. Donc, alors, comment dire ça? Le Templier, il est basé sur une partie de ses capacités sont basées sur des soins, des dégâts magiques et aussi des capacités qui sont faites pour châtier les adversaires. La lame noire, c'est comme dans les Elder Scrolls, c'est-à-dire c'est un assassin qui a aussi des capacités liées à la magie, qui est un mélange des deux en fait, qui est quand même une classe très prisée et très intéressante, surtout en PvP, de ce que je me souviens, parce que ça a changé. Le chevalier dragon qui utilise le pouvoir de la terre, du feu et qui fait ressortir des aspects draconiques, qui s'appelle chevalier dragon. Le gardien qui est le gardien du verre, donc l'énergie primordiale de la nature, l'énergie druidique en gros, et qui aussi a la capacité de faire appel à des animaux pour l'aider, en plus aussi de manipuler le froid. Voilà.
Donc je trouve que ça équilibre entre le Chevalier Dragon qui est très axé DPS et le gardien qui peut carrément être un support parce que ses capacités sur la nature et les soins sont très très intéressants. Le Templier là aussi, mais dans une certaine mesure. Et les deux font de très bons supports. Chacune a sa façon, donc il n'y a aucune. J'ai pas vraiment eu l'impression qu'il y avait une classe qui était laissée pour compte, même si les gens sous-estiment le gardien, parce que c'est une classe qui amène au support ou, dans le pire des cas, au tank support. Voilà. Et pour finir, vous avez le sorcier qui utilise l'énergie de l'Oblivion et les énergies élémentaires pour invoquer, ils invoquent des créatures de l'Oblivion ou ils font des dégâts élémentaires. Vous avez un petit peu tout ça. Donc, vous avez les compétences passives de race, et ça on va oublier, les compétences de classe, les compétences des armes, les compétences de métier à répartir. En montant de niveau, vous gagnez des points de compétences. Quand vous faites des missions, des chaînes de missions, ce que j'appelle des chaînes de missions, c'est des missions qui ont des liens les uns avec les autres. À la fin de ça, vous avez des points de compétences. Et toutes les tranches, des fois de 5 ou 10 niveaux, ça dépend de l'échelle, vous pouvez gagner 1 à 3 points de compétences par montée de niveau. Donc finalement, vous avez beaucoup de compétences. Beaucoup de compétences pourquoi la plupart du temps, ceux qui ne vous intéressent pas, vous ne pouvez pas tous les mettre dans la barre. C'est pour ça qu'il faut faire une sélection. Et pourtant, ce n'est pas les points de compétences qui manquent, puisque vous avez les éclairs célestes. Donc, une fois que vous avez pris en compte tout ça, euh, vous vous rendez compte que finalement, il aurait fallu que ce soit un jeu un petit peu comme Lineage ou comment ça s'appelle World of Warcraft, où justement vous avez plusieurs bas et que vous les manipulez. Et même si c'est aussi un jeu qui a compétence certes, mais c'est aussi un jeu qui est jouable à la manette. Et il n'y aurait pas eu de problème, parce que je me souviens d'un jeu, d'un MMO qui s'appelle Champions Online, qui se jouait à la manette, et on se dit, ouais, mais il y avait des tas de barres et les compétences. Ben, c'est simple, c'est que vous aviez A, B, L et en tout ça, vous avez des gâchettes qui avaient des fonctions pour pouvoir communiquer, et ensuite vous aviez les touches des boutons pour altérer les touches A, B, X, Y, et justement, ça vous donnait un ensemble de compétences. À ce moment-là, il fallait se discipliner et manipuler les plusieurs techniques. Le truc de champion, c'est justement le MMO de super-héros. Donc, le fait qu'un super-héros, il n'oublie pas qu'il a des pouvoirs, tout comme quelqu'un ne doit pas oublier qu'il a des tas de compétences, ben justement, ça aurait été plus utile de l'avoir fait comme ça. Pourtant, ça sert à rien de râler là-dessus, c'est comme ça, mais est-ce que c'était pour le mieux? Je ne pense pas. Alors les races ont des passifs très intéressants, sauf l'impérial. L'impérial, il a des trucs qui sont... Il a peut-être un passif qui est à lui, sinon le reste, il le pique chez les autres races. Je rappelle que les impériaux, c'est l'équivalent des romains. On piquait des trucs. Je suis désolé, mais peu importe le nombre de fois que je dis ça, c'est marrant. Donc après ça, ce qui se passe, c'est au niveau du son. euh, Je trouve que niveau son, bon, c'est un MMO, donc il ne pouvait pas faire des trucs ultra détaillés niveau sonore. Donc je pense que ça, c'est dommage, c'est très dommage. Son reproche a été fait à Skyrim aussi. Au niveau de la musique, ben, on a quand même des musiques qui sont des fois reprises d'Oblivion et des musiques inédites. D'ailleurs, chaque extension a son thème musical. Ce qui aurait été bien, c'est que ces thèmes musicaux reviennent dans les cartes où justement où qui débloquent les extensions. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais n'empêche que la musique est, elle est un peu comme je la comparerais un peu à cette mouvance épique dans les thèmes principaux et le côté assez action, mais action, on sent que c'est de l'action médiévale et très centrée sur très centré par exemple sur une musique assez douce quand vous ne vous battez pas, ce qui rappelle Oblivion. Ça prend beaucoup de l'héritage un peu musical d'Oblivion. Je ne parle pas seulement de légère reprise, je parle vraiment on sent qu'il y avait la mouvance oblivionesque qui finalement est assez charmante. Alors la direction artistique, ils ont quand même fait de gros efforts pour leur gagner le Khajiit, puisqu'on sent qu'ils n'ont pas voulu faire juste oui, c'est un animal et puis le physique un peu trop réaliste. Ils se sont dit on va faire une direction artistique qui est
s'écarte un peu du réalisme, parce que c'est ça, hein, regardez les humains, vous verrez, les humains, on va dire qui je ne trouve pas si plaisant, les humains, les elfes par contre. Ça leur va très très bien les Khajiit. Alors là, si vous aimez un petit peu, par exemple, je prends un exemple comme ça, hein, les trucs anthropomorphiques, genre le Roi Lion, qui a une certaine forme d'anthropomorphisme dans les expressions des personnages, bah, finalement, vous allez aimer les personnages. Sauf les humains, franchement, les humains, j'ai du mal. Il faut vraiment mettre du détail pour que on n'ait pas ce côté lissé qui est chez les humains. Voilà. Et du coup, ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la qualité du jeu, de l'expérience qui est proposée? Je pense que l'expérience qui est proposée, elle est intéressante parce qu'elle vous raconte des histoires dont vous en avez rien à foutre, mais qui finalement, au moment où vous la découvrez, ben, vous pouvez vous attacher au personnage ou à l'inverse, des scénarios qui ont impacté le monde et justement vous étiez au cœur de tout ça. La quête principale est, on va dire, je trouve pas que la quête principale était si intéressante que ça, mais elle résout quand même pas mal de zones vides justement qui étaient dans les anciens Elder Scrolls. Et sachez que quand vous commencez Elder Scrolls, en tout cas quand vous commencez Elder Scrolls Online, vous commencez à la carte de l'extension que vous avez la plus avancée. C'est-à-dire que si vous avez l'extension Morrowind et vous n'avez pas Somerset, ben vous apparaissez justement à la map de l'île de Vardenfell de, ben, de l'extension Morrowind. Alors que là, si vous êtes à Somerset, ben vous arrivez justement à l'archipel de l'automne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai parlé du gameplay, j'ai parlé du son, j'ai parlé de la musique, j'ai parlé de la durée de vie. Bon, alors la durée de vie, soyons honnêtes, si quelqu'un vous dit qu'il n'a rien à faire dans The Elder Scrolls Online, c'est un menteur. Vous pouvez, alors les rerolls, je les trouve pas forcément intéressantes, ça vous permet de tester l'état de classe. Il y a le El Famoso niveau de champion qui permet justement d'avoir des points de passif qui diffèrent de votre niveau maximum. Votre niveau maximum, c'est 50. Après, vous avez des niveaux de champion. Et vous avez des constellations qui vous donnent des bonus par tranche de 10, je crois. Et aussi des compétences qui vous donnent des pourcentages. Par exemple, votre personnage résiste plus aux dégâts, les saignements durent moins longtemps, ce genre de choses. Et ça se reporte sur les nouveaux personnages, mais pas les niveaux par contre. Donc, on a ça. Les rerolls, pour moi, les rerolls ne sont pas. Les rerolls, c'est le principe de recommencer un autre personnage pour jouer à côté, ou voire même on peut s'en servir pour exercer des métiers là où votre perso vous avez décidé de ne pas le tourner vers ça. Ben, le reroll, je le trouve intéressant à la condition que vous décidiez de ne pas faire les mêmes quêtes. De ne pas faire les mêmes quêtes. Voire même de les faire dans des factions différentes. Un peu pour découvrir le point de vue de chaque faction et l'envers du décor des factions. Parce que oui, il y a un système de factions qui est lié à l'histoire. Donc vous avez le domaine d'Almérie composé des elfes en majorité, hein, parce que après il y a des choses qui vous il y a une fonction qui vous permet à terme de jouer un personnage dans n'importe quelle faction. Mais le domaine Almérie est surtout composé de Khajiit, d'elfes des bois et d'elfes beaux. L'alliance de l'attaque finante est composée des Bretons, des Rouges-Gardes et des Orques. Et pour finir, vous avez le pacte de Curiken qui est composé des Elfes Noirs, des Nordiques et des Argoniens. Les impériaux, vu que le premier empire s'est effondré, ben, le premier empire, voilà, de Cyrodiil s'est effondré, ben, les impériaux peuvent être dans n'importe quelle faction. Voilà. Donc, on a expliqué tout ça. Qu'est-ce qui nous resterait au final à dire? Ben oui, vous avez les métiers, vous avez les recherches à faire pour vraiment exercer votre métier, parce que votre métier, il ne suffit pas juste de vous dire oui, j'ai investi des compétences et je peux tout faire. Vous devez aussi disséquer des armes, assembler des armes, en fabriquer aussi.
Vous pouvez décider de faire des armes avec des passifs bien spécifiques ou tout simplement vous baser sur les compétences d'enchantement qui vous permettront justement de modifier votre arme. Donc il y a une certaine liberté qui a été faite. Et bien sûr, vous pouvez prendre une arme de départ et justement la faire monter de qualité euh, afin de pouvoir justement gérer plus ou moins l'évolution de votre personnage. Après, je pense que les niveaux de matériaux indiquent que quand même il y a des limites à manipuler tel ou tel arme. Mais c'est pratique surtout quand vous utilisez plusieurs personnages de devoir lui envoyer des armes de son niveau, mais expressément puissantes pour qu'il puisse passer les péripéties sans aucun problème. Ben, finalement, je pense que j'ai à peu près tout dit. Euh, Moi, je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus, mais c'est vrai que sur MMO, donc ça mériterait un petit peu d'informations et surtout sur les éléments. Est-ce un pay to win, ce genre de choses-là. Donc, j'ai jamais parlé de MMO, donc parlons-en. Est-ce que c'est un pay to win? Non. Et je vais expliquer pourquoi. S'il y en a qui connaissent Elder Scrolls Online et qui lèvent le sourcil ou qui y ont joué, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas un pay to win. Alors, vous avez un système de connexion ponctuelle qui vous permet de gagner des bonus. Souvent des potions qui se trouvent dans ce qu'on appelle le magasin Akura, c'est le magasin d'argent réel. Donc, vous pouvez avoir les potions multi-soins, donc vigueur, magie, santé. Vous pouvez avoir les poisons aussi de cette même façon. Vous pouvez avoir des points pour différents trucs de factions qui pourront vous servir pour de futurs achats. Vous pouvez avoir des costumes. Vous pouvez avoir des familiers. Des montures, je suis pas certain. Je crois que j'ai déjà vu des montures aussi, mais ça doit être des montures. Et petite chose assez étrange, c'est que les montures de base, qui sont vraiment basiques, donc c'est des chevaux, donc un cheval alezan, ou un cheval noir, ou un cheval blanc, c'est des montures de base, mais paradoxalement, c'est la monture les montures les plus difficilement accessibles. Les montures ne vous donnent pas de bonus de vitesse, les montures ne sont qu'accessoires, c'est une apparence. En fait, vous allez à l'écurie toutes les 20 heures et vous décidez que toutes les 20 heures, vous décidez de monter soit le point portable du cheval qui vous augmente votre emplacement d'inventaire, que vous pouvez augmenter par vous-même, votre emplacement d'inventaire et votre emplacement de banque. La vigueur qui permet au cheval ou à la monture de se déplacer beaucoup plus vite, enfin plutôt en sprintant beaucoup plus longtemps, et vous avez la vitesse générale de la monture. Donc finalement, vous jouez avec la monture dont vous avez envie, et il y en a pour tous les goûts. Finalement, non, il n'y a pas de notion de pay to win. Même si par exemple vous veniez à trouver des livres de bonus de monture qui facilitent les recherches, c'est, je ne parlerai même pas de pay to progress à ce moment-là, parce qu'on peut les obtenir par la montée de niveau, on peut les obtenir par les connexions ponctuelles, donc c'est pas si grave. Et quand bien même vous achèteriez ça dans le magasin Couronne, c'est surtout pour votre façon d'évoluer dans le jeu et de construire votre propre arsenal. Mais l'arsenal peut aussi s'être droppé. Donc finalement, c'est pas mal de petits éléments qui donnent plus, mais ça donne plus sur un aspect PvE, pas PvP. Voilà. Vous pouvez aussi, avec le magasin Code, acheter des designs. Donc, c'est-à-dire que les armes ont un style visuel. Et justement, vous avez un système de tenue, comme j'ai expliqué, un système plutôt de déguisement. Donc, vous pouvez acheter des ensembles de déguisements existants déjà ou vous en gagnez par niveau. Mais vous pouvez aussi faire un style de tenue. Il y a un atelier de tenue qui est gratuit, hein. On peut avoir plusieurs tenues, mais il faut acheter les espaces. Et du coup, vous avez un emplacement de tenue spécifique à vous et vous pouvez, à partir des pièces que vous avez débloquées en tant qu'artisanat, vous pouvez justement les appliquer et donc faire des personnages des personnages assez personnalisés et finalement créer votre propre déguisement au final. Bien, donc finalement, vous l'avez vu, c'est pas un pay to win. Effectivement, il y a les caisses à couronne. Et du coup, je sais pas si je pense que je parlerai à un moment
Je parlerai à un moment de ça sur une vidéo qui est standalone, mais je vais en parler aussi maintenant. Je vais vous le dire très clairement. Les caisses à couronne, vous pouvez les trouver par le biais des streams, donc des ambassadeurs de Tezo, des gens qui jouent à Elder Scrolls Online et qui sont ambassadeurs de Tezo. Et donc, en regardant si votre compte Elder Scrolls et il y a votre compte Twitch, en fait, vous pouvez gagner des caisses. Des caisses qui sont neutres, en fait. C'est des caisses qui sont propres au stream. Mais vous pouvez aussi gagner des caisses en connexion ponctuelle et vous pouvez aussi les gagner pendant des événements. Je pense que rien que cette année, il y a peut-être eu 5 à 6 événements qui donnaient des caisses. Des caisses en accord avec le roulement des caisses déjà présentes. Et vous pouvez bien évidemment garder les caisses le temps que vous voulez parce que les caisses, justement, elles peuvent se préserver. Je vais ajouter un petit bémol, c'est que quand vous avez des objets en double, il y a un système d'objets que vous pouvez convertir en gemmes à couronne et à ce moment-là, acheter avec des points directement la chose que vous voulez. Je trouve que ce système est extrêmement mal fait parce que je trouve que la quantité de points que vous investissez dans des couronnes, la quantité de points de points de couronne, donc c'est-à-dire la quantité d'argent que vous mettiez et le fait que vous débloquez un objet, peu importe le niveau de l'objet, vous avez quand même dépensé cette somme pour acheter la caisse. Donc je trouve ça étrange que vous n'avez pas assez de gemmes sous prétexte que l'objet que vous avez eu, vous l'avez eu en double et en plus elle est de faible qualité. Donc je pense qu'il y a une véritable inégalité à ce sujet. Est-ce que je vous conseille d'acheter les caisses? Non, je ne vous conseille pas d'acheter les caisses. Je ne vous la conseille pas et je ne rentrerai pas trop dans les détails là-dessus parce que ces fameuses caisses, il y a quand même tout le discours sous-jacent un peu expliqué. Ce que je vais le faire. Je vais l'expliquer là. Putain, la vidéo fera 30 minutes, mais au moins on sent que je suis déjà plus à l'aise là-dessus. Je vais vous expliquer mon petit problème avec les caisses et mon petit problème avec les gens qui, justement, regardent les gens de haut parce qu'ils achètent des caisses. Vous pouvez décider d'acheter des caisses ou de ne pas acheter des caisses, c'est votre problème. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Cependant, il ne faut pas oublier un truc. Les caisses ont un phénomène qui est assez proche des jeux d'argent, d'où le fait que ce cas est étudié. Les gens qui disent que c'est un bullshit, je leur demande gentiment d'écouter ce que je vais dire à l'instant. Admettons, vous êtes, vous êtes Jean-Hugues. Vous êtes Jean-Hugues et Jean-Hugues, on va l'appeler tout simplement Hugues, il joue Vanilla. Il a décidé de ne pas acheter l'abonnement qui lui permet d'avoir les emplacements d'artisanat illimités. Et il a fait aussi en sorte que, de par l'abonnement, il n'a pas toutes les zones débloquées. Parce que oui, on peut acheter les zones et ne pas acheter l'abonnement. Et vous pouvez aussi acheter, vous pouvez prendre l'abonnement et vous avez accès à toutes les zones. Et du coup, à ce moment-là, il se dit, je ne vais pas dépenser de l'argent pour les caisses. Sauf que s'il s'est abonné, il a quand même des points à couronne. Donc probablement qu'il va les dépenser. Donc on va dire que Hugues, il ne s'est même pas abonné. Il a juste dit, je vais jouer Vanilla. Et c'est finalement ce qu'il fait. Donc il joue, il monte un niveau, il inspecte un peu toutes les zones, et il est à son niveau de champion. Donc c'est-à-dire les niveaux après le niveau maximum. Le petit problème, c'est qu'il a débloqué des déguisements. Et il a aussi débloqué des tenues. Mais on ne sait pas quelle tenue il a débloqué exactement. Il a peut-être juste débloqué 2-3 tenues en fonction des régions, parce qu'on drop les trucs complètement aléatoirement. Et à ce moment-là, il regarde les gens autour de lui. Il voit une personne avec un tigre de feu, un autre avec un lion de froid, un autre qui utilise des montures oblivionnesques, et avec des armures rutilantes et brillantes parce qu'ils ont acheté des teintures. Donc le Jean-Étienne, il se dit, ouais, mais ces gens-là, ils ont dépensé de l'argent pour que leur personnage ressemble plus à ce qu'ils avaient comme idée. Et il a, par exemple, en regardant ce que proposent les caisses, il achète la caisse. La caisse te dit un peu à l'avance ce que tu peux gagner. Donc il a acheté 4 caisses. Il a acheté le pack de 4 caisses. Sur les 4 caisses, il a acheté
il a acheté les 4 caisses et il les a ouvertes. Il n'a pas ce qu'il désirait. À ce moment-là, il a appelé à vous voir les 4 caisses, il est déçu. Sauf qu'il le veut vraiment, ces choses. Et il veut vraiment donner de l'apparence. À ce moment-là, à quel moment on a une garantie qu'il va s'arrêter au 4 sous prétexte d'être déçu? Il a déjà consenti à dépenser. Ce que je veux dire par là, c'est que la loterie, c'est un peu ça. C'est la frustration, entre la frustration de ne pas avoir eu ce qu'on voulait et aussi de l'autre côté, le fait que vous vous dites que vous avez déjà dépensé, les personnes finissent par acheter des caisses et donc du coup, ça crée une espèce de sentiment de dépendance. Je n'ai pas pour but de vouloir vous sensibiliser à ça. Je pense que la plupart des gens qui m'écoutent là en ce moment sont des adultes. Mais si vous êtes des enfants, ne faites pas les idiots, n'achetez pas les caisses. Vous avez par exemple les niveaux de champion des blocs détenus et avec un peu de chance, si vous avez des amis autour de vous, peut-être même qu'ils vous feront le cadeau, ils vous offriront une monture. J'ai déjà vu des gens faire ça. Finalement, il faut faire très attention parce que c'est pas juste que oui, ça ne vous touche pas parce que justement, vous dites ah ouais, mais je suis au-dessus de ça. Peut-être que vous êtes au-dessus de ça. Et moi, je ne demande qu'à vous croire. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et tout le monde ne réagit pas pareil. Il faut sauvegarder non pas un groupe de clients prétendument dédaigneux des autres sous prétexte que eux, ils sont une espèce d'élite résistant à tout. Hein, parce que de propos, c'est ce que j'ai cru comprendre. De ce que j'ai entendu des gens, des nombreuses personnes qui parlaient comme ça. Il faut protéger le consommateur moyen. Peu importe le jeu, il faut préserver le consommateur moyen. Le consommateur moyen ne veut pas dire celui qui ne dépense pas autant dans le jeu en question. C'est celui qui est flexible ou celui qui veut le minimum. C'est ces gens-là qu'il faut protéger. Donc, les caisses, et le truc, c'est que les lootbox, les caisses à code, c'est des lootbox, mais on en trouve assez facilement gratuitement par divers moyens dans Source Online. C'est peut-être un des seuls jeux récents qui propose autant de lootbox rapidement à dropper dans l'année. Donc il n'est pas le pire, mais le problème reste là. Donc j'avais juste envie de faire une petite aparté là-dessus, euh, mais je pense que j'en parlerai dans une vidéo ultérieure. Voilà, de nouveau, un peu plus à l'aise. Donc à qui je recommande ce jeu? Ce jeu, il joue à la manette, ce jeu, il joue au clavier. Vous pouvez le jouer sur console ou PC. Je vous conseille quand même de jouer sur PC avec une manette, si ça vous plaît. Parce que sur PC, souvent, je crois que les mises à jour sont légèrement en avance. Donc voilà. À qui je conseille ça? À qui je conseille c'est Elder Scrolls. Je le conseille aux fans d'Elder Scrolls. Parce qu'ils apprennent beaucoup sur l'histoire et c'est vraiment un jeu qui est visuellement, il est claquant, il est intéressant. Ce qui est dommage, c'est que quand vous faites du chat textuel, ça aurait été cool que vous voyez les bulles des gens avec qui vous discutez, un peu comme World of Warcraft ou la majorité des jeux MMO de cette catégorie. Euh, à qui je ne le conseille pas? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante. Si vous avez Guild Wars 2, n'achetez pas Elder Scrolls Online. Si vous aimez Guild Wars 2, n'achetez pas Elder Scrolls Online. Si vous aimez Elder Scrolls Online mais vous avez Guild Wars 2, je vous conseille pas d'acheter Guild Wars 2. Et il faudrait peut-être un jour que j'explique ça, mais les jeux ont certains points de convergence, mais c'est les points de divergence qui va faire la différence. Et personnellement, objectivement, j'ai fait mon analyse objective là-dessus, et je vous dirais, Guild Wars 2 est légèrement au-dessus de tes autres. Je ne parle pas en termes d'univers, je parle en termes de proposition. Je pense que Guild Wars 2, il faudra que j'en parle assez tôt, donc je vais peut-être en parler d'ici le mois d'avril. Voilà. Et donc du coup, je le conseille aussi aux consommateurs de MMO qui se disent je veux être dans un MMO où les gens ne sont pas des fantômes,
Mais à ce moment-là, même là, comme je vous ai dit, par rapport au texte et par rapport au fait que les gens sont plutôt PvE, à ce moment-là, je vous dirais, oui, vous pouvez trouver des gens avec qui jouer, vous pouvez même trouver des commus sur Internet. Mais après, si vous voulez vraiment avoir l'impression de faire partie de tout et de toujours trouver des joueurs, ben, je vous dirais, ben, soit vous jouez à Tezo et vous prenez votre main soit vous jouez à World of Warcraft. World of Warcraft aussi, ça fonctionne aussi. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment pris du plaisir et je suis vraiment plus à l'aise. J'essaie de trouver un petit peu le rythme pour pouvoir parler des MMO et des jeux que je connais. Et je vois que ça demande plus de temps, donc je ne sais pas si je vais garder le principe des 11 minutes ou si je ne vais pas établir des règles. Donc j'ai vraiment eu à cœur de vous présenter le MMO parce que des gens disent le MMO est mort. Je pense que le MMO est mort dans sa façon de consommer, pas le MMO en général. Donc j'avais vraiment envie de vous parler en vue d'ensemble des MMO. Donc j'espère que ça vous a intéressé, ça vous a aiguillé. Mon but n'est pas de vous faire acheter le jeu. Sachez que je joue à World of Warcraft. Plus ou moins j'ai acheté World of Warcraft. Je suis à une extension près de la dernière extension. Je joue à Guild Wars 2 et j'ai acheté Elder Scrolls en ayant Guild Wars 2. Et je veux que vous évitiez de faire cette erreur parce que je dis pas que je dis qu'un jeu est meilleur que l'autre en termes de proposition, mais dans l'aspect subjectif, les deux se valent parce que l'univers de Guild Wars 2 peut ne pas correspondre, ou même si c'est du médiéval fantastique, ne peut pas correspondre à tout le monde, de la même manière que l'univers de Elder Scrolls ne peut pas convenir à tout le monde aussi. Donc, je vous parle de ça vraiment pour vous aiguiller. Mon but n'est pas de vous faire écouler les jeux, mais de vous donner mon avis là-dessus. Toujours basé sur la notion objective, non pas subjective. Parce que subjective, n'importe quel connard de base peut présenter son avis subjectif. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. Vidéo longue, mais vu que c'est un MMO, là, c'est encore plus légitime que les autres. Si vous voulez vraiment présenter mon avis à une certaine personne ou en débattre ensuite, ben, n'hésitez pas à partager. Dans les commentaires, si vous avez quelques questions sur les MMO que j'ai cités, peut-être pas sur World of Warcraft parce que je suis moins calé là-dessus, ben, je n'hésiterai pas à répondre à vos commentaires. Et si vous voulez que je parle de jeux en particulier, ben, je n'hésiterai pas à le faire, je le ferai même de bon cœur si j'y ai déjà joué. Et je vous dis à la prochaine fois, on va se retrouver pour la conclusion de The Elder Scrolls, donc de ce mois The Elder Scrolls. J'espère que ça vous a plu, encore une fois. Et surtout, amusez-vous bien et ne vous prenez pas la tête, surtout sur, comment dire ça, sur le quel jeu vous devriez jouer parmi tous les Elder Scrolls, parce que pour moi, chacun mérite d'exister. Et je crois que ça sera une partie du mot de la fin, de la conclusion. À la prochaine fois tout le monde.